très heureux de vous retrouver sur ce troisième numéro de votre émission Révision. Je commencerai tout d'abord par remercier tous ceux qui nous ont appelés pour nous témoigner d'abord de l'intérêt de cette émission et nous féliciter, nous encourager de cette initiative de Mouchi TV de réserver l'émission aux révisions de certaines matières, il faut le dire, des matières qui sont considérées comme des matières dominantes, que les élèves qui sont en train d'examiner ont l'habitude de voir et qui sont essentielles pour réussir leur épreuve de fin d'année. C'est d'abord donc quelques matières dominantes en classe terminale. Nous avons déjà abordé avec M. Daoud Gueye, professeur de philosophie, donc qu'est-ce que la philosophie et quelques chapitres liés à ce domaine-là. Nous avons également eu l'honneur de recevoir M. Emmanuel Bagoufay pour parler un peu d'un exercice littéraire précisé par les élèves à l'examen, qui peut être la dissertation. Aujourd'hui, nous sommes ici à Mariamba avec le professeur Baïtilka, professeur au président Baïtilka, président de l'association des professeurs de français. Nous sommes là pour parler donc justement de littérature. Qu'est-ce que la littérature et quelles sont les fonctions de la littérature? Mais nous ne manquons pas également à aborder un autre point, un genre majeur de ce domaine-là, de la littérature, qui est la poésie. Donc, monsieur le professeur Baïtilka, président, nous sommes très heureux de vous recevoir une deuxième fois sur le plateau de Mouchi. Merci, monsieur Diack, journaliste et professeur en même temps de français, et qui peut aussi, je crois qu'il faut qu'un jour qu'on vous interviewe aussi, parce que parler de littérature, devant vous, c'est presque essayer de voir ce que nous savons se confirme. Voilà. C'est un plaisir également d'être avec nous, une classe assez intéressante, une classe des élèves de Mariamba qui ont bien voulu donc se joindre à nous pour quand même enrichir le débat. Je pense qu'ils ne seront pas de 5 spectateurs comme tous les autres. Elles vont essayer de participer et donner leur contribution pour enrichir un peu ce débat-là. Monsieur le professeur, la question traditionnelle qui se trouve être là, que mademoiselle a bien inscrite pour nous introduire, nous permettre un peu d'introduire le débat. Qu'est-ce que la littérature? C'est vrai que c'est une question assez laconique. Qu'est-ce que la littérature? Ça va être une question vraiment très vaste, mais on a besoin de voir si on avait à définir la littérature. Quelle orientation vous allez nous donner comme vraiment une piste assez large pour quand même comprendre ce que c'est la littérature? Mais je pense que, Diack, c'est un titre d'un livre de Sartre qui a fait le tour du monde. C'est quand il écrit ce livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la littérature ?» Jean-Paul Sartre, que l'on connaît comme étant l'un des plus grands écrivains de la littérature française et qui a eu, dans un livre très pertinent, défini et la littérature à 3 niveaux. D'abord, pourquoi écrit-on? Pour qui écrit-on? Et comment écrit-on? Voilà un peu les principes dans lesquels il a pratiquement travaillé dans ce livre. Bon, moi je pense que pour définir le terme littérature, il faut revenir un peu à son origine. La littérature, comme la science, en fait, appartiennent à ce qu'on appelle le domaine de la créativité. Autant la science, c'est une création de l'homme, autant la littérature, les arts, la musique, nous sommes dans un domaine de création. Peut-être la science, c'est un domaine très utilitaire, concret, comme on dit, qui permet de vérifier ce qu'on a trouvé, alors que la littérature, nous sommes dans le domaine de la sensibilité, dans le domaine de l'émotion, dans le domaine de la fiction. C'est pour ça que la littérature, d'habitude, les gens définissent de manière très restreinte la littérature comme étant l'ensemble des œuvres écrites ou orales ayant un but esthétique. C'est vrai, mais c'est restreindre la littérature à ce niveau-là. Je pense que moi, je conçois la littérature comme un domaine de la créativité, au même titre que la science, au même titre que la musique et autres, et qui nous permet de pouvoir expliquer ou interpréter le monde, mais dans un but purement fictif. La littérature, c'est de la fiction. C'est, comme dit l'autre, c'est du mentir vrai. C'est une manière de nous plonger dans un monde d'illusions, mais avec des principes comme quoi que la littérature, ce n'est pas une chose banale. Ça relève de l'inspiration, du domaine comme on appelle le don. Pour être un écrivain, il faut avoir cette possibilité-là. Donc voilà pourquoi la littérature n'est pas une chose simple. Elle est très compliquée, elle est vaste et restreinte à la fois, comme on dit. C'est une manière, comme dit l'autre, un système de communication entre nous
et le lecteur, entre les écrivains et les lecteurs. Donc un système de communication, mais avec un but purement bien déterminé. Voilà, vous l'avez évoqué, c'est un des domaines de l'art, parce que là, on peut lancer cette dimension, on voit qu'il y a la littérature. Mais qu'est-ce qui différencie donc, par exemple, concrètement, parce que tous ces domaines-là, c'est le domaine de la créativité, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui différencie la littérature des autres formes d'art? Parce qu'on a vu également qu'il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a donc les autres formes d'art et il y a la littérature. Spécifiquement, quel est le domaine d'intervention de créativité, donc, comme vous venez de le dire, vous venez d'évoquer, et qui concerne véritablement la littérature? Vous savez, on dit qu'il y a 7 arts plus ou moins fondamentaux, parmi lesquels vous les avez cités, la peinture, la sculpture, la musique, etc., la littérature. Alors tous ces domaines-là ont un but, le même, c'est la beauté. Maintenant, dans le mot beauté, c'est la perception que nous avons de la beauté qui diffère d'un genre à un autre. Ce que je perçois dans un tableau de peinture n'est pas la même chose que ce que je perçois, par exemple, dans une littérature ou bien dans une musique. Quand la musique, on dit d'ailleurs la musique, elle est belle. Qu'est-ce qui me permet de dire que cette musique, elle est belle? Parce que je perçois des vibrations qui me permettent d'apprécier positivement cette musique et d'être ému, d'être transporté dans un autre univers. Tandis que la littérature, c'est de l'écrit ou de l'oral. Donc je pars d'un texte qu'on appelle un genre littéraire, poésie, roman, etc. Et maintenant, je chemine dans ce texte qui me permet en fait de pouvoir éprouver la même chose, c'est-à-dire l'émotion, la beauté, mais sur le plan émotif. La littérature agit sur les sens, au niveau de l'écrit et au niveau de l'oral, tandis que les autres, par exemple la peinture, c'est pour le plaisir des yeux. La musique aussi, c'est le plaisir des oreilles. Voilà un peu la petite différence qu'on peut... Voilà. D'accord. Vous avez parlé de code écrit, code oral, qui concerne un peu la littérature. Mais à l'origine, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être voir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'origine de la littérature? La littérature a été toujours écrite, a été toujours orale. Quelle est encore, si on doit remonter dans le temps et chercher un peu le début, en tout cas, les premiers littéraires connus, la littérature, son jaillissement originel, comme on dit? Mais ça dépend de la littérature. On parle d'une littérature africaine ou d'une littérature française ou d'une littérature gréco-romaine. Mais il est très difficile de dire quand est-ce que commence la littérature en général. La littérature appartient à une société. L'écrivain est le témoin, c'est lui qui est, comme on appelle communément, le porte-parole de cette société, qui a une inspiration que les autres n'ont pas et qui maintenant traduit les réalités de cette société ou bien les propres réalités, ses propres réalités, comme on dit, ou bien son environnement. Donc il est très difficile de dire quand est-ce qu'on commence. Maintenant, on peut remonter par rapport à l'écrit. Parce que quand on parle d'une littérature orale, mais toutes les sociétés ont connu cette littéralité, comme on dit, cette littérature. Parce que tout simplement, il y en a qui pensent que, si vous prenez le cas de la poésie, j'ai lu un livre dans lequel il dit que c'est le premier cri de l'enfant, c'est la poésie. Il y en a qui pensent donc qu'il faut aller plus loin, c'est les patrimoines de chant dans la société qui constituent d'ailleurs la poésie. Dans la littérature grecque, le théâtre est né par exemple de chants, quand on célébrait le culte de Dionysos. Donc c'est des chants et des danses. La poésie, elle est orale. Si vous prenez le cas de la littérature africaine, mais c'est tout le patrimoine de chants que nous avons lors des cérémonies, dans l'Embapat, dans ce qu'on appelle le Kassak, dans le Tahuran, etc. C'est ça qui constitue le patrimoine oral de la poésie. Donc, quand est-ce que ça commence? Mais je pense que depuis que la société a existé. Maintenant, du point de vue de l'écriture, alors là, effectivement, on peut avoir des dates. Si vous prenez, par exemple, l'histoire de la littérature française, on dit que ça commence à peu près du XIIe, XIIIe siècle, avec les premiers textes comme la chanson de Roland, les romans de Renard, etc., qui marquent le début d'une littérature écrite. Si vous prenez le cas de la littérature africaine d'expression française, il y en a qui pensent que c'est à peu près vers les années 20, avec les trois volontés de Malik, Force Bonté de Bakary Diallo, etc. Donc voilà un peu comme on peut dire, mais très difficile de dire que exactement. Par exemple, la littérature gréco-romaine, on se situe à peu près vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, par exemple. Mais ça, c'est les premières manifestations de ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le théâtre. D'accord. Voilà. Maintenant, vous revenez un peu sur un aspect important, parce que quand vous dites que la littérature, c'est l'imagination, les gens pensent qu'en fait, c'est pour jouer quelque part, que la littérature, c'est finalement un domaine où, en fait, un homme sérieux ne doit pas faire de littérature, comme on dit, s'imaginer des choses, inventer des choses, donc rêver, je dirais que le poète est un rêveur du genre,
Est-ce que véritablement, quand même, vous pensez que la littérature, pourquoi? Est-ce que la littérature a un intérêt particulier? Mais j'ai dit tout à l'heure, l'homme est né dans un milieu où il a besoin de connaître. Il a besoin de connaître ce milieu. Il a besoin d'interpréter ce milieu. Il a aussi besoin d'interpréter et de lire ses sentiments et de le dire à l'autre. Et comment il le fait? Par la littérature. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour être un écrivain, il faut, comme disent les autres, avoir ce don. Alors ce don et cette inspiration ne peut pas caractériser tous les hommes. Nous ne pouvons pas faire la même lecture des choses. Nous ne pouvons pas lire la nature, nous ne pouvons pas lire le monde de la même façon. Voilà pourquoi, comme dit l'autre, les écrivains deviennent des élus de Dieu. Ces gens à qui, comme disent les Grecs, chez les poètes, ils disent que le poète c'est quelqu'un qui a le verbe de Dieu. Hugo dit que Dieu souffle, parle à voix basse à son âme. Donc une manière de dire que l'écrivain c'est lui qui est un élu, quelqu'un qui a une supériorité entre guillemets intellectuelle sur les autres, qui peut lire le monde tel que nous ne pouvons pas le faire nous, et qui l'interprète d'une autre façon. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est une manière pour l'écrivain de nous traduire le regard qu'il porte sur le monde. Je crois que ceux qui ont étudié le symbolisme le comprennent. La plupart des écrivains symbolistes disent que ce monde-là ne vaut absolument rien. Il n'a pas une signification. Alors maintenant, il faut traduire la vraie signification par des symboles et par des mots. Donc l'écrivain est là pour nous déchiffrer, interpréter le monde. Comme si vous aviez un ordinateur, vous êtes en train de décortiquer, de voir les options pour pouvoir le comprendre. Mais l'écrivain est là, à mon avis, pour nous expliquer le monde, pour l'interpréter à sa manière. Et quand il parle il ne parle pas pour lui, mais aussi il parle pour nous. Je pense qu'il y a Hugo qui a dit à peu près la même chose. Voilà, insensé, qui pense que je ne suis pas toi. Voilà, donc nous avons le plaisir d'avoir un public élève très passionné également de littérature, des élèves de série S et de série L qui ont bien voulu se joindre à nous quand même pour renforcer la qualité de cette émission en débat, en posant des questions et des interventions, n'est-ce pas? Voilà donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous comptons parler de poésie comme on l'a mis tout de suite au tableau. Qu'est-ce que la poésie? Monsieur Ndiaye, c'est une question assez laconique et lapidaire. Qu'est-ce que la poésie? En tant que vous, professeur de lettres et poète, même si vous refusez cette appellation, est-ce que si on avait à définir la poésie, quelle perception vous allez nous donner et qui pourrait nous permettre d'avoir une vision assez édifiée donc, de ce que c'est la poésie? Alors, permettez-moi d'abord de remercier Mourchid TV, la télévision des valeurs, comme vous l'appelez, pour le travail vraiment que cette télévision abat de façon générale dans tous les domaines de la vie du Sénégal, n'est-ce pas? Mais particulièrement dans le domaine de l'art et de l'école à travers votre émission et d'autres interventions d'ailleurs. Celle-ci, véritablement, est particulièrement intéressante et vous l'avez appelée révision, ça veut dire que vous vous souciez un peu de ce que les élèves font et je voudrais vous en remercier, vous en féliciter et vous encourager également ce travail qui n'est pas du tout facile. Merci. Maintenant, cela dit, c'est vrai, quand on parle de définir une chose, il y a plusieurs approches. Tout à l'heure, on va parler de l'approche peut-être étymologique du mot. Mais avant cela, je crois qu'il est bon de comprendre que quand on parle de la poésie, un élève tout à l'heure ou une élève a eu vraiment la pertinence de tout de suite nous dire que la poésie c'est de l'art. Et c'est vrai qu'en parlant de poésie, nous sommes dans le domaine de l'art. L'art qui est un domaine très large qu'on peut comparer à un jardin. Le grand jardin de l'art dans lequel poussent plusieurs arbres qui sont les différentes formes d'expression artistique. Eh bien, on a l'arbre de la peinture, on a l'arbre de la musique, on a l'arbre de la sculpture, on a l'arbre de la danse, on a même l'arbre de l'architecture et on a également l'arbre de la littérature. Donc, la poésie est à chercher dans l'arbre de la littérature. Maintenant, tout arbre se distingue également par des branches. Donc, sur cet arbre, il y a des branches. Et ces branches-là, je voudrais qu'on sache qu'on pourrait les assimiler à ce qu'on appelle les genres littéraires, les formes d'expression. Tout le monde fait de la littérature, mais tout le monde ne le fait pas de la même, ou ne la fait pas de la même manière. Tout le monde n'écrit pas n'importe quoi et n'importe comment. Il y a des thèmes et il y a des formes. Eh bien, une de ces branches de la littérature
un de ces genres à côté du roman, du théâtre, de la nouvelle, des essais, et j'en passe, du conte, il y a véritablement cette branche de la poésie. Maintenant, même sur les arbres, les branches n'ont pas les mêmes formes. Il y en a qui sont droites, il y a d'autres qui sont sinueuses, il y a d'autres qui ont... Bref, elles sont multiformes. Et ces formes vont permettre de comprendre les spécificités de chaque genre. Chaque genre a ses spécificités, comme chaque branche a ses spécificités. Oui. La danse a ses spécificités, la musique aussi et toutes les autres. La poésie, elle aussi, a ses spécificités. Parlons de la branche de la poésie. À côté de cette branche, il y a le roman. Absolument, c'est ce que je disais tantôt. Les autres genres. Absolument. Mais qu'est-ce qui dissocie, qu'est-ce qui différencie donc poésie et roman et même théâtre qui sont... Absolument. On les appelle les branches majeures. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas faire feu de tout bois. C'est vrai, vous faites bien de rappeler qu'il y a d'autres genres. Le roman, comme je l'ai dit, a ses spécificités, déjà à son écriture. Le roman, généralement, est écrit en prose, là où la poésie peut être écrite en prose comme en vers. Le théâtre est écrit avec des scènes, avec des actes. Le théâtre, c'est un art du spectacle, disons. On écrit une pièce de théâtre et on s'attend à ce qu'elle soit jouée sur la scène. D'accord ? Le roman, souvent, est porté avec plus ou moins de bonheur à l'écran. Le roman, donc, a son écriture, a ses spécificités. On pourrait en parler, mais puisqu'il s'agit de parler de la poésie aujourd'hui, ce serait peut-être bien de rester dans ce cadre-là, même si dans le développement, on pourrait faire des clins d'œil aux autres genres. Donc, je parlais de l'approche étymologique, et justement, la poésie, c'est ce qu'on rabâche souvent aux élèves, vient du mot grec poiesis. Poiesis lui-même vient du verbe grec poio. Poio signifie je fais. Je signifie aussi je crée. Donc, poiesis, qui est dérivé de poio, le verbe, va devenir création. Donc, c'est une création, et comme je l'ai dit, tout créateur, artiste de surcroît, a sa matière première. On crée toujours à partir de quelque chose. L'ébéniste a besoin de bois, n'est-ce pas? Le musicien, certainement, a besoin de son. L'autre a besoin d'autre chose, de marbre, moi, je ne sais pas quoi. Le poète, lui, il crée à partir des mots. Ce sont les mots qui constituent sa matière première. C'est pourquoi on dit de la poésie que c'est un art du langage. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des rapports très étroits entre la poésie et la langue. On parle même, quand il s'agit de la poésie, du verbe. Et dès qu'on dit le verbe, n'est-ce pas, on a tendance à penser plutôt à la divinité. La divinité surtout, oui. Le verbe avec grand V. Avec grand V, d'accord. Et parce que Dieu, lui aussi, il crée à partir du verbe. N'est-ce pas? Dieu, il ne se met pas à mélanger des choses, non, il crée. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et certains poètes se sont engouffrés dans cette brèche pour parfois aller jusqu'à présenter le poète comme une sorte de démiurge qui lui aussi manipule le verbe. C'est là où se trouve le problème. Quand on veut mettre en rapport Dieu et le poète en même temps, Dieu en tant que créateur et le poète, est-ce qu'en fait, à ce niveau-là, pourquoi pourrons-nous assimiler le poète à une certaine divinité? Bon, déjà, on a dit que c'est un créateur. Dieu, c'est le créateur, parce qu'il faut faire la part des choses entre le créateur, le et c'est en majuscule, n'est-ce pas, et les créatures, le et c'est minuscule, immensément même minuscule. Je crois que c'est juste c'était pour mettre le rapport entre la création à partir des mots. Le mot, c'est le verbe. Quand ce qu'on prononce, on dit c'est verbal. Le verbe lui-même vient du mot latin verbum. Et verbum signifie le mot. Le mot. Et comme le poète, il crée à partir des mots, on dit que c'est le maître du verbe. Et dans tous les cas, tout ce que le poète fait, il le fait avec les mots. Avec les mots, il fait des ponts. Avec les mots, il fait des sons. Avec les mots, il fait tout ce qu'il fait en réalité. Mais justement, voilà. En fait, les mots, tout le monde en use et en abuse même parfois. Mais est-ce que le mot du poète n'est pas aussi extraordinaire que le mot du commun des mortels? Parce que moi qui vous parle, j'utilise des mots pour parler. Mais il me semble que les mots du poète vont quand même, sont un peu transversaux comme on dit, vont au-delà même du langage, du simple langage. Les poètes, ils parlent comme Dieu, comme vous l'avez si bien dit. En tout cas, le poète est maître de la langue, d'abord dans la maîtrise de cette langue. Et puis, je le dis, je me répète tout le temps, dans n'importe quelle langue que vous voulez créer, que ce soit en Wolof, que ce soit en arabe, que ce soit en chinois, que ce soit en anglais, il vous faut d'abord maîtriser cette langue. Si on a
tant de plaisir à déguster les poèmes de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, hein, c'est parce que d'abord c'est un maître de la langue arabe, il maîtrise la langue arabe. Donc il y a d'abord cet aspect. Maintenant, évidemment, selon les types de poésie que nous avons, parce que ce ne sont pas tous les poètes qui revendiquent cette divinité-là, non. Il y a des poètes qui veulent se comporter comme vous et moi, véritablement un homme simple. Mais il y a des niveaux où le poète, il y a cette connexion que tu connais, je t'apprends rien. Quand Hugo dit que véritablement Dieu parle à voix basse à son âme, c'est comme qui dirait donc qu'il y a une communion entre la poésie et le divin. Platon le disait déjà dans l'Antiquité. Dans Lion, il dit que le poète est chose sainte, légère et sacrée. Et il ne peut créer avant que Dieu le pénètre et le mette hors de lui-même. Donc il y a cette connexion entre le poète et Dieu, et je me plais même souvent à taquiner les profs de philo. Je leur dis, vous voulez aller vers la vérité, vers l'idéal, vers Dieu, vers l'absolu, hein, vous cherchez à y aller, mais le poète, lui, il n'a pas besoin de cela. On a l'impression que c'est un élu, c'est Dieu qui vient à lui pour lui confier ces choses, parce que Hugo nous dit que la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, aux rois et pasteurs. Voilà. Mais je persiste et signe, il y a des poètes qui n'ont nullement cette prétention. Mais restons un peu à cette dimension de la poésie, parce que c'est important, parce que vous avez dit qu'au commencement a déjà été le verbe chez les poètes. Donc cette dimension. Donc il n'est pas donné à n'importe qui de devenir un poète. Être poète suppose qu'on a déjà un don, si je comprends bien vos... Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi moi je ne voudrais pas tomber dans ce piège à vouloir me proclamer poète. Hein. Je vous ai dit que la poésie c'est trop sérieux. Le poète pour moi c'est une autre dimension. Du moins, en tout cas, le poète dont vous parlez, ce poète investi d'une mission divine, d'accord. Donc ce poète-là, c'est vrai, il n'est pas donné à n'importe qui de l'être. Et vous me permettez d'aborder un point très important dans l'approche même de la poésie, c'est en fait le phénomène de l'inspiration. Parce que tout écrivain, tout artiste a des sources d'inspiration. Et d'ailleurs, selon les sources d'inspiration, on peut reconnaître les types de poésie. Il y a des poètes qui sont dans la poésie et qui sont dans la société et qui vont te dire que moi, ce qui m'inspire, c'est véritablement ce que vivent mes semblables, les hommes, les autres, la société, la vie politique, la vie sportive, la vie religieuse. Donc c'est tout ce que je vois, l'injustice sociale et tout. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'inspire et j'en parle. Hein. D'autres vont vous dire, ah non, moi je suis plutôt une âme sensible. Comme disait Hugo toujours, il est incontournable. Homme, il est doux comme une femme, d'accord? Et que donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai plutôt tendance à me laisser inspirer par moi-même, par mes sentiments, par ce que je ressens. C'est cela qui a amené Musset à dire, tape-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, d'accord? Et d'autres vont vous dire, non, moi je suis plutôt inspiré par une source métaphysique. Chez les Grecs, dans l'Antiquité, on parlait des muses. Les muses qui sont ces déesses qui habitaient donc à côté d'Apollon, le dieu de l'art et de la beauté. Absolument. Calliope, Terpe, et bon, donc Terpsichore, donc Melpomène, elles sont 9 que je sache, d'accord? Donc ces muses-là qui habitaient avec le dieu de la beauté Apollon sur le mont Parnasse. Et qui donc étaient censés inspirer véritablement les artistes. Donc, et il y a d'autres qui carrément vont te dire que mais c'est Dieu qui les inspire, carrément. On peut prendre l'exemple de, vous parliez du XVIe siècle avant le tournage, donc Agrippa d'Aubigné, qui aurait écrit 1000 vers en une nuit parce que, dit-il, habité par l'Esprit Saint. Et moi, je le dis haut et fort, nos grands guides religieux qui sont également de grands poètes, que ce soit Cheikh Ahmadou Bamba, que ce soit Seydi El Hadji Malick, c'est des personnes, c'est des hommes évidemment exceptionnels qui ont bénéficié de l'inspiration divine à des moments pour écrire leurs œuvres. Donc je crois qu'il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même panier, dire que bon, tu es poète, donc voilà, tu es poète, donc tu es un ami de Dieu, tu es investi par Dieu. Tu as entendu qu'il y a même des poètes qui se dressent contre la divinité. Donc voilà. D'accord. Maintenant, dans tous les cas, les sources d'inspiration du poète me semblent être très importantes pour les élèves. Que les élèves comprennent donc pour ces sources d'inspiration. Les poètes tirent leurs sources, comme on dit. Absolument. Et qu'on pourrait les résumer, comme je l'ai dit, parce que je me soucie beaucoup des élèves. Le poète peut être inspiré donc par la société qui l'entoure, tout ce qui s'y passe.
la politique, tout le reste. Le poète peut être inspiré par son environnement, la nature, n'est-ce pas? La nature qui est là. Le poète peut être inspiré par les muses, par Dieu, c'est l'inspiration métaphysique. Mais le poète peut être inspiré par lui-même. Lui-même et sa source. Le cœur, comme disait. Voilà, et Philippe Léoto ou Paul Léoto disait, moi, je ne sais guère parler que de moi. Là, c'est clair. Moi, je ne sais guère parler que de moi. Donc, je suis moi-même. C'est une reprise de cette boutade de Boileau qui dit, je me contenterai de simplement dire. Voilà. Simplement écrire ce que ma passion seulement me fait dire, sans chercher à répliquer à grand argument. Donc, vous comprenez, vous concevez avec nous qu'il n'y a pas une seule définition de la poésie. Ah non. Qu'il y a des définitions de la poésie. Tout dépend maintenant de la source d'inspiration, comme vous l'avez dit. Et cela amène, parce que là, tout à l'heure, le problème que j'ai voulu régler, c'est le problème des genres de la littérature. On dit qu'on parle aujourd'hui de la poésie, mais à côté de la poésie, il y a d'autres genres, d'autres formes d'expression littéraire. Le roman, le théâtre, la nouvelle, l'essai, etc. J'en passe. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle les courants littéraires. D'accord? Parce beaucoup d'élèves font déjà cette confusion entre genre littéraire et courant alors, littéraire. En littérature, maintenant, dès le début, il faut faire cette distinction. Vraiment, et je crois que les programmes officiels, d'ailleurs, prennent le soin de faire en sorte que les professeurs puissent, dès la classe de seconde, installer ces connaissances-là. Que l'élève sache que dans la littérature, il y a les genres, les formes d'expression et les courants. Maintenant, les courants, c'est quoi? On les appelle d'ailleurs aussi des écoles ou des mouvements. Les courants sont des regroupements d'écrivains qui ont la même conception de la littérature. Ils font de la littérature. Et certains vont vous dire, ah, nous voulons exprimer le cœur. Alors, tous ceux qui veulent exprimer le cœur, je simplifie, il y a d'autres choses, vont se regrouper autour d'une école qu'on va appeler au 19e siècle en Europe le romantisme. D'autres vont dire, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'exprimer la beauté, l'esthétique, et ça a créé l'école du Parnasse. D'autres vont dire, mais non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réhabiliter la race noire et sa culture. Ainsi est née la négritude en France en 1934 avec la publication de l'étudiant noir. D'accord? Donc ces courants aussi, c'est important. Parce que dès que tu connais le courant, tu connais donc vers quelle direction vont ces auteurs, et quand tu es devant un texte de ce courant-là, ça va être véritablement un éclairage pour toi. C'est pourquoi l'élève, dès la classe de seconde, il doit bien maîtriser les notions de genre, d'une part, et les notions de courant. Et à chaque courant, maintenant, va correspondre une forme de poésie. Est-ce que le courant, c'est pas ce qu'on pourrait assimiler aujourd'hui à des écuries? Par exemple, c'est les écuries. Voilà, vous prenez la lutte, vous dites les écuries, la lutte par exemple, il y a écurie Balaguer, écurie Fass, écurie... Mais pourtant, ils font de la lutte. Quand l'autre dit Boufalé, l'autre dit exactement, voilà. C'est des perceptions de J'allais même plus loin, je vous ai dit, je crois, une fois que, pour juste que les élèves comprennent, nous sommes tous des musulmans, mais il y a ce qu'on appelle les tariqas, n'est-ce pas, les sectes religieuses, parce que le mouride est musulman, mais il fait ça dans son assiette avec ses règles, ses principes. Le verre du Tidjane n'est pas le verre du mouride, etc. Chacun a ses règles, n'est-ce pas? Il y a le Tidjane, il y a le Khadir, il y a le Layen, il y a le truc, mais tous ce sont des musulmans. Donc le courant littéraire également, les courants, c'est des écoles. Ou bien dans le milieu politique, il y a les libéraux, il y a les socialistes, il y a les verts, il y a les ceci. En littérature, maintenant, il y a cette distinction. Ce qui n'a rien à voir avec genre littéraire qui trouve une forme d'expression. Voilà, dans chaque courant choisit son genre ou ses genres d'expression. Il y a des courants qui excellent et qui ont tendance à se focaliser sur un genre. Je prends par exemple les Parnassiens. Même s'il y a eu des écrits par là, le Parnasse, on dit les poètes du Parnasse. Même la négritude, même si Césaire a fait il dit lui-même que son théâtre est un prolongement de la poésie. On ne dit pas les dramaturges de la poésie, ni les romanciers de la poésie, on dit de la négritude, on dit les poètes de la négritude. D'accord? Donc certains genres se sont illustrés. Voilà. Exclusivement sur la poésie. Il y a des genres, voilà, où en tout cas, leurs grandes œuvres, leurs œuvres majeures de réflexion, c'est cela. Dès qu'on vous dit le Parnasse, vous êtes vraiment dans la poésie en général. Même les symbolistes, les symbolistes, la négritude. Maintenant, si tu vas dans une école comme le romantisme, voilà un genre où il y a une floraison un courant, pardon, c'est un courant, le romantisme, où il y a une floraison de genres. Donc les uns font du théâtre, d'autres la poésie. Attention, ils ont presque tous fait la poésie. Vous prenez quelqu'un comme Hugo, c'est le chef
chef de file du romantisme, mais Hugo, il a goûté à toutes les sauces intellectuelles de son époque. Hernani, c'est une pièce de théâtre. Voilà, il a pratiqué tous les genres. Oui. Et dans son cas, lui, c'est un destin exceptionnel. Il a pratiqué tous les genres majeurs et il a excellé dans tous les genres. Vous lisez du Hugo romancier, vous dites, ah oui, c'est le meilleur. Vous prenez le poète, vous dites vraiment, ça, c'est le meilleur. Vous allez avec Hernani, le dramaturge, vous dites, Hugo, c'est le meilleur. Mais avec ça, c'est des dons. Dieu vraiment crée des gens à qui et Hugo avait ce don quelque part. Donc, ce qu'il est bon de comprendre pour les élèves aussi, à ce niveau de nos échanges, c'est qu'ils sachent que à chaque fois qu'on leur parle de courant littéraire, un mouvement donc littéraire, une réunion d'écrivains, de poètes, parce que nous sommes dans la poésie, ils doivent se demander, mais quel est le genre à travers lequel ce courant s'est exprimé. Ou si c'est plusieurs, quels sont les genres dans lesquels ce courant s'est exprimé. On n'est pas là pour parler du roman, on sait que qu'un courant comme le réalisme, c'est vraiment des romanciers. Comme le naturalisme. C'est romancier. Pourtant, Maupassant a écrit quelque part quelques vers, mais ça c'est des trucs intimes. Mais dans le cadre de leur courant, c'est le roman véritablement qui est le genre par excellence du courant réaliste. D'accord, professeur. Donc ce qu'il a retenu, c'est qu'en fait, il n'y a pas une définition univoque en fait de la poésie, il y a quand même des définitions. Aussi, il faut dissocier courant qui se trouve être idéologie, pensée, perception, vision du monde, et également genre qui se trouve être une forme d'expression, et que la forme d'expression, donc genre, le genre qui nous interpelle, aujourd'hui c'est la poésie, mais qui se trouve être également un genre très prisé, en tout cas, mais qui demeure encore un genre complexe. On a dit qu'il n'est pas donné à n'importe qui de devenir poète. Mais le fait maintenant que les poètes soient appelés des charmeurs, des séducteurs, qu'est-ce qui un peu explique cela ensuite dans la dimension divine? Vous savez, moi je dis souvent aux élèves que la poésie, hein, quel que soit du reste le courant qu'il exprime, hein, ou qu'il s'exprime à travers, hein, la poésie, devant un texte poétique, du moins, je peux me poser moi trois questions. Hein. Les trois questions souvent c'est qu'est-ce que je vois? Parce qu'à chaque fois que le poète écrit, il développe des images. Hein. Je donnerai tout à l'heure un exemple concret. Qu'est-ce que je vois? La deuxième question c'est qu'est-ce que j'entends? Parce que la poésie c'est des sonorités. Et la dernière c'est qu'est-ce que je ressens? Je donne un passage de Femme noire de Senghor, hein, un des versets où il dit tam tam sculpté, tam tam tendu, qui gronde sous les doigts des vainqueurs. Tam tam sculpté, tam tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur. Vainqueur écrit avec V majuscule. Qu'est-ce que j'entends? C'est évident. Je crois que nous tous nous entendons le te, ce qu'on appelle une allitération en te. Et je crois que si on combine ces te-là, te, mais facilement tu as rem, tem, pitem, le rythme. Tu as véritablement le bruit du tam-tam. Il veut que tu entendes le bruit du tam-tam. Donc ça c'est fait. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. C'est tam-tam qui gronde, le vainqueur. Déjà, le vainqueur, moi je suis tout de suite à l'arène. Hein. Et c'est le champion, le lutteur qui est là, qui tient le tam-tam pour faire son tous, n'est-ce pas? Ou bien qui le tient là pour faire son bac. Et on le voit tous les jours régulièrement dans l'arène. Les mbeurs là, les lutteurs qui sont pour là. Pour défier même leur adversaire. Pour les défier. Mais tout le temps, on les voit à la télévision. Là, vous nous défaites tous, ils sont près du truc, ils tiennent cela, hein, et lula yalla may, gërëme ka sa ndey, kenn du ko dindi, lula yalla may. Et c'est vraiment le bac donc qui est là. Alors, au bout du compte, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? C'est de la fierté d'appartenir à cette culture. Et je crois qu'en l'écrivant, dans ce poème magistral qu'est Femme noire, Senghor, dans ce passage, a voulu nous replonger dans l'univers de son royaume d'enfance, avec les mbapat, avec tout cela qu'il y avait, et puis voilà, donc, et c'est comme ça que fonctionne donc quelque part la poésie. Donc, et le rythme par là est mélodique. Mais absolument. Bon, il y a Senghor l'appelle le rythme asymétrique. Bon, c'est un peu peut-être compliqué pour les. Mais de toutes les façons, le rythme est toujours présent dans la poésie.
D'ailleurs, moi je ne parle pas de lire un poème ou de réciter un poème, il faut déclamer un poème. Et pour déclamer le poème, il faut au préalable en savoir le rythme. C'est très important. Et ça aussi, c'est un des éléments du cours de versification. J'avoue que souvent, c'est la partie qui pose le plus problème aux élèves. Parce que le rythme aussi est lié à la syntaxe dans le vers. Tu as un vers et tu dois dans le vers retrouver ce qu'on appelle les unités grammaticales. Les élèves le font pourtant, surtout au premier cycle, jusqu'en classe de troisième. On vous donne une phrase, vous avez le groupe nominal, sujet, le groupe verbal, vous avez le groupe complément circonstanciel, etc. Quand je prends par exemple ce vers, les vagues du matin se levaient une à une. Alors, si nous décomposons la phrase, nous avons les vagues, ensuite nous avons du matin, qui est le complément du nom, les vagues, ensuite se lever, c'est le verbe, et puis une à une, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc tu as là quatre unités grammaticales. L'accentuation, parce que pour avoir le rythme, il faut accentuer, l'accentuation consiste à mettre ce qu'on appelle un accent tonique à la fin de chaque groupe grammatical. D'accord? Les vagues, donc la fin c'est ge. Mais l'accentuation refuse qu'une consonne, qu'une syllabe qui repose sur E, ES ou ENT porte un accent. Si c'est le cas, l'accent recule sur l'avant-dernière syllabe. Donc les vagues, c'est ge la fin, mais ça ne peut pas, je recule sur le va. Je le mets sur le va. Les va. C'est ça qui va faire que quand je vais lire ce vers, je vais dire les va. C'est ça, la mélodie revient. D'accord. Après, tu vas du matin. À la fin de matin, tu mets un accent. Se lever, sur le V, tu mets un accent. Une à une, U, tu mets un accent. Donc quand tu vas le lire, on te dit c'est un accent tonique. Donc au moment de lire le vers, à ce moment-là, ma voix doit être tonique. Les vagues du matin, se lever, une à une. Et quand tu as un ensemble de vers, tu le donnes tout de suite à un musicien, mais il sait les temps, les trucs, et automatiquement il peut te le mettre en musique. Donc Senghor a raison quand il dit dans Liberté 1 que la poésie est un chant, sinon une musique. La poésie est chant, la poésie est musique, on ne peut pas. D'ailleurs, les élèves, même dans les classes du premier cycle, le savent. Ce qui fait qu'on fait des récitations, il y a déjà les rimes. Le chaume et la mousse verdissent le toit, la colombe y glousse, l'hirondelle y boit. La poésie est indissociable de la musique. Parce que dans la poésie, il y a des sonorités, il y a des rimes. Je vous parlais du rythme, d'accord? Il y a tout cela qui fait que on ne peut pas. Ce sont deux formes d'art, parce que nous avons deux formes d'expression artistique qui se complètent. D'ailleurs, même aujourd'hui, avec la désertion de la poésie, je crois que beaucoup de poètes essaient de se rattraper en se faisant accompagner de musique. On a vu Senghor avec comme accompagne Cora et Balafon. Il y a la poésie lyrique, n'est-ce pas, qui était accompagnée par cet instrument de musique, lyre, n'est-ce pas, depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui même, moi je connais des poètes, le maire de l'ancien maire de, comment il s'appelle encore, qui écrit en Wolof, Mbaye, je crois, l'ancien maire de Grand Yoff, n'est-ce pas, qui habille ses poèmes avec de la musique et qui essaie un peu de donc la poésie, c'est vrai, Senghor a absolument raison, la poésie est musique. Et avant lui déjà, rappelle-toi le mot de Verlaine, de la musique, avant toute chose. Avant toute chose. Oui. Après la poésie, le roman et quelques définitions, toujours la question traditionnelle, qu'est-ce que le roman, M. Diaye? Oui, c'est une grande question que celle de parler déjà de la définition du roman. Je vous disais tout à l'heure en off que nous ne devons pas être prétentieux dans ce genre d'émission. Les élèves qui nous écoutent sont avec des professeurs qui les encadrent, qui font très bien leur travail. Donc autant considérer ces émissions-là comme des sortes de cours de renforcement où nous rappelons aux élèves ce que leurs professeurs leur ont déjà, on n'en doute point, bien appris. Et si on parlait de définition, et pour aller très vite, il est bon de préciser, et les collègues le font d'ordinaire en classe, que quand on parle de roman, aussi surprenant que cela puisse être, à l'origine, on ne parle pas de livre, on parle d'abord d'une langue, la langue romane, qui était en France, au Moyen-Âge, la langue vulgaire. Ça veut dire la langue du vulgus, comprenez la langue du peuple, qu'on opposait à la langue savante qui était le latin.
Maintenant, par ricochet, j'allais dire, le roman est devenu par la suite une œuvre narrative, mais retenez-vous bien, écrite en vers ou en prose. C'est assez surprenant. Voilà, vous voyez, c'est très surprenant, on se croirait dans la poésie, mais je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus, c'est des choses, comme j'ai dit, qui sont abordées par les collègues. Donc, à partir de cette langue romane, on a créé une œuvre, et l'œuvre a porté le nom de la langue à travers laquelle elle a été écrite. Donc, si je comprends bien, on appelait œuvre romanesque, toute œuvre écrite, même en vers ou en une prose, langue. en langue dite la langue romane. Donc, le roman était une langue, d'accord? D'ailleurs, jusqu'à présent, je crois, il existe à l'Université de Dakar, à la faculté de lettres, le département des langues romanes, où on fait le portugais, l'italien, en fait, bref, toutes ces langues dérivées de cette ancienne langue romane. Donc, c'était bien de le préciser. Et préciser également que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est devenu ce roman après le Moyen-Âge. Et particulièrement au XVIe siècle, ça veut dire l'œuvre écrite en prose cette fois-ci, et uniquement en prose. On ne peut plus parler de roman écrit en vers. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je l'aborde, je tiens à faire une précision pour les élèves. Parce que ne l'oublions pas, ces cours sont destinés à des élèves qui vont cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans faire l'épreuve du baccalauréat. Donc je précise toujours qu'il y a 2 adjectifs que nous ne devrons pas confondre, que les élèves confondent généralement. C'est l'adjectif romantique et l'adjectif romanesque. Quand les élèves veulent parler d'un auteur qui écrit des romans, parfois ils disent les auteurs romantiques. Vous vous trompez. Si vous dites un auteur romantique, c'est un auteur qui appartient au courant littéraire qui s'appelle le romantisme. Quand vous dites une œuvre romantique, on peut dire par exemple que Les Contemplations de Victor Hugo est une œuvre romantique. D'accord. Maintenant, quand vous dites une œuvre romanesque, là, vous êtes dans le roman dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, c'est une précision très importante parce qu'on rencontre fréquemment l'erreur sur les copies des élèves. Voilà. Je peux dire, par exemple, qu'une si longue lettre est une œuvre romanesque. Mais je dirais tout simplement que c'est un roman, je crois, je ne vais pas me compliquer. Je peux dire que Samba Diallo, ou bien Julien Sorel, ou bien Emma Bovary sont des personnages romanesques. Ça veut dire des personnages de romans. Je crois que cette précision était bonne véritablement à faire. On est au XVIe siècle. Oui. Justement, donc le roman a évolué et on va chercher la définition sur laquelle nous travaillons en tant que professeur de français. Et moi, j'aime bien aller dans les dictionnaires. Je crois qu'en littérature, on doit toujours être armé de son dictionnaire. C'est pourquoi je vais vous proposer 2 définitions que j'ai tirées. L'une du Larousse illustré et qui nous dit que le roman est une œuvre d'imagination, un récit en prose d'aventures imaginaires, inventées et combinées pour intéresser le lecteur. On n'a plus d'œuvre en vers, ça c'est réglé. Donc une œuvre écrite en prose, une œuvre qui va raconter des histoires, nous dit-on, inventées. Donc des histoires qui ne sont pas réelles. Nous allons aussitôt aller dans ce qu'on appelle une œuvre de fiction. Alors je reviendrai plus tard sur combiner. Le romancier donc a un travail à faire et on va le voir, c'est pour faire croire au lecteur que ce qu'il raconte est vrai. Alors qu'il faut le dire, ce n'est pas du tout la réalité. Plus tard aussi, on pourra voir la différence qu'il y a entre l'historien et le romancier pour voir justement que quand on parle de ce genre qu'est le roman, nous sommes d'abord en présence d'aventures imaginaires, d'aventures inventées. Disons-le tout de suite. Une si longue lettre de Mariam Abba, je défie quiconque de me dire qu'il a rencontré dans la société sénégalaise un personnage qui est textuellement exactement à 100% comme Ramatoulaye. Ramatoulaye s'arrête, sa vie s'arrête, son existence s'arrête entre les pages du livre. En dehors des pages du livre,
elle n'existe pas. C'est vrai, on pourra parler des ressemblances qu'il y a. Donc c'est très important, mes chers amis, de retenir que le roman est fondamentalement une œuvre de fiction. Et cette première définition tirée du Larousse illustré nous le montre parfaitement à travers les adjectifs imaginaires, à travers les adjectifs inventés, à travers les adjectifs combinés. J'y reviendrai plus tard. C'est ça qui poussera Aragon à parler du roman comme d'un mentir vrai. L'art du roman, dit-il, c'est de savoir mentir. Le roman est un beau mensonge. Évidemment, le beau, nous reviendrons sur l'aspect esthétique. Mais voyons la deuxième définition que nous propose le nouveau Petit Larousse de 2011, si j'ai bonne mémoire. Il nous dit ceci, ce dictionnaire: le roman est une œuvre littéraire, un récit en prose, généralement long, comparé à la nouvelle par exemple, ou au conte, dont l'intérêt est dans la narration. Retenez bien ce mot, nous sommes avec une œuvre narrative, nous allons en parler tout à l'heure, dans la narration d'aventure, l'étude de mœurs ou de caractère, l'analyse de sentiments ou de passion, la représentation objective ou subjective du réel. Ce que cette définition apporte en plus, c'est que même si le roman est en soi une œuvre imaginaire, une fiction, pour utiliser le bon terme, il n'empêche que ce roman-là, véritablement, s'ancre dans la réalité. Le roman prend la réalité comme un appui, comme un tremplin pour se mettre justement dans l'imaginaire. C'est pourquoi j'aime bien cette citation de André Malraux, je pense, non, de François Mauriac, qui dit que les personnages de romans naissent du mariage que le romancier contracte avec la réalité. Ça veut dire qu'il va prendre une chose de la réalité et il va prendre une chose de lui-même. Ça veut dire donc de son imagination pour créer le roman. Voilà posé de la définition que la problématique fondamentale du roman, c'est véritablement la problématique réalité-fiction. Le roman est une œuvre de fiction, le roman est une œuvre réaliste. On va y revenir parce qu'on ne peut pas parler de roman sans parler justement du réalisme qui en a fait son genre de prédiction. Il y a des courants littéraires qui ont utilisé plusieurs genres littéraires. Eh bien, chez les réalistes, ils sont tous des romanciers. C'est pourquoi il va être très intéressant que tout à l'heure, nous revenions sur le réalisme pour mieux cerner la quintessence de l'œuvre romanesque et non pas romantique. Merci professeur, vous venez de nous présenter deux définitions je juge maintenant complémentaires. Parce que si la première définition a mis l'accent foncièrement sur l'aspect fictif du roman, l'autre quand même, au-delà de la réalité, de la fiction, il y a une réalité qui se côtoie. Absolument. Donc dans un certain sens, par exemple, on peut dire que le roman est une œuvre de fiction, mais une fiction qui est quelque part côtoyée par une réalité. Absolument. Parce que l'artiste ne peut jamais créer ex nihilo. Il ne peut pas partir de rien. Ce n'est pas un extraterrestre. Il est dans un environnement social, il est en prise avec la réalité et il ne peut que se servir de cette réalité. La preuve, dans un roman, on emprunte des lieux, les lieux ont des noms. On prend des personnages, on leur donne des noms. On leur donne des prénoms, on leur donne une vie, un âge, une adresse, etc. Et ça, c'est pour créer justement cette chose ô combien importante que Maupassant appelait la vraisemblance. Il ne s'agit pas de donner la réalité, il faut donner ce qui semble vrai. Et effectivement, ça va entraîner des conséquences, mais très intéressantes au niveau du traitement même du roman. Parce que Maupassant va jusqu'à dire que même lorsque les faits réels, les faits concrets sont invraisemblables, le romancier devra travailler à les rendre vraisemblables. Donc il va les transformer. Donc c'est très véritablement riche de ce point de vue. C'est pourquoi d'ailleurs je dis qu'il serait intéressant que tout de suite on revienne sur le réalisme. Parce que le réalisme pose ces choses et ça va causer des problèmes au niveau de ce courant du 19e siècle, rappelons-le. Un courant mais véritablement fortement influencé par la science. Qu'en est-il réellement de la relation entre le roman et l'histoire? Je pars d'un prétexte.
Il y a quelqu'un qui dit, c'est une citation, le roman, c'est de l'histoire qui aurait dû être. L'histoire du roman qui a été. Eh bien, je vous en propose une autre, moi. Oui. Après avoir compris d'abord que, l'historien est un homme de science. Il fait de la science, même si c'est ce qu'on appelle la science humaine. Vous avez à l'université le département de lettres et de sciences humaines. Et ça aussi, c'est important, parce que les sciences humaines sont opposées aux sciences exactes. Alors qu'on a l'impression que dans les sciences humaines, quelque part, l'homme peut véritablement avoir sa part. Lorsqu'un historien parle, par exemple, quand il va relater la Seconde Guerre mondiale, je crois que la relation peut changer selon qu'il est du camp des Alliés ou du camp véritablement du nazisme. Hein, peut-être il y a cet aspect. Mais dans tous les cas, c'est une science, même science humaine. Or, le roman est un art. Alors, vous me parlez d'une citation, moi je vous sers ce livre, on a l'habitude de dire que le romancier est un historien du présent. Là où l'historien serait un romancier du présent. C'est un jeu de mots de toutes les façons qui veut montrer qu'il y a quand même quelque part des ressemblances. Parce que tous les deux relatent. L'historien raconte l'histoire à partir d'événements, de dates. Il se sert de documents bien précis. D'ailleurs, un bon historien, quand il n'a pas de documents, il a véritablement l'obligation morale de s'abstenir. Là où je vous ai dit que l'historien raconte l'histoire, le romancier raconte des histoires. Et en français, quand vous dites de quelqu'un, il raconte des histoires, ça veut dire qu'il ment. Donc vous voyez ce jeu qui est là. Le romancier raconte des histoires. Il les crée. Il n'a pas cette obligation véritablement de se documenter, d'être exact. On a même l'impression que le romancier est tout heureux lorsque l'histoire, quand il fait ce qu'on appelle le roman historique, lorsque l'histoire ne donne pas des informations claires, il est content parce que là, il va créer, il va véritablement faire son art, il va inventer, alors que l'historien, lui, véritablement, va s'abstenir. Dans tous les cas, tous les deux font ce qu'on appelle de la narration. L'historien raconte, mais raconte, on va dire comme ça, objectivement, là où le romancier peut raconter subjectivement. Mais attention, dans la définition que je vous ai proposée tout à l'heure, on nous a dit la narration objective ou subjective du réel. C'est d'ailleurs ce pont que nous allons emprunter pour venir véritablement sur le réalisme. Alors, quand vous me posez la question de savoir ce qu'est la dissertation, je suis partagé entre plusieurs réponses qui ne s'excluent pas, mais qui au fond se complètent. La dissertation, c'est d'abord un exercice de réflexion. Pourquoi je privilégie cet angle? C'est pour distinguer la réflexion de la narration. Deuxièmement, la dissertation est un exercice de structuration. Et à mon avis, c'est très important. En cela, elle nous renvoie un peu à Descartes et aux règles de la méthode cartésienne, sur lesquelles nous pourrons revenir plus tard. Mais enfin, la dissertation est surtout aussi un exercice écrit. Je le dis bien pour insister sur deux choses. La première, c'est que nos élèves ont, dans leur cursus, été pendant très longtemps habitués à une pratique qui est le récit, la narration. C'est à la limite un défaut social chez nous. Nous aimons raconter tout le temps. Et en plus de cela, donc, il y a le fait que de l'autre, nous parlons beaucoup et que nous sommes définis même comme une société de l'oralité. Et je suis convaincu, et ça peut-être nous pouvons y revenir plus tard d'ailleurs, la langue de l'oral n'est pas du tout, alors là, pas du tout la langue écrite. Et donc, au moment de faire une dissertation, il y a beaucoup d'outils qui relèvent de la maîtrise de l'écriture en général, qui rentrent en ligne de compte et qui malheureusement ne sont pas toujours pris en compte parce que l'école n'enseigne pas à écrire. À la limite, l'école enseigne l'écrit, la littérature surtout enseigne l'écrit parce que la littérature travaille très souvent sur des textes déjà écrits, mais la littérature et l'école en général n'enseigne jamais comment on écrit, c'est-à-dire le déroulement du processus d'écriture. Voilà. C'est pour cela que donc je dis que ce sont peut-être trois réponses qui me permettraient peut-être de définir la dissertation. C'est intéressant parce que vous avez mis
évidemment deux aspects. J'ai retenu en quoi deux aspects. Et le premier aspect, c'est l'aspect de réflexion. L'autre aspect, c'est l'aspect d'écriture. Très bien. Et vous avez également dissocié la dissertation au récit, à la narration. Ouais. C'est comme si, en fait, dans la narration, en pratique de rédaction, parce que légalement, c'est un exercice littéraire qui se limite en classe au premier cycle. Normalement. C'est ce que disent les programmes scolaires. Seulement, si vous comprenez un peu l'histoire de la dissertation et comment elle est venue à l'école, aujourd'hui vous comprendrez que la dissertation pose énormément de difficultés. Parce que la dissertation, un peu comme la philosophie, était réservée aux élèves qui étaient en terminale. C'était un exercice dit de rhétorique. Et pour faire de la rhétorique, il faut avoir un certain niveau de maîtrise de la langue. Sinon, on ne peut pas le faire. Malheureusement, on introduit la dissertation aujourd'hui. Certains en 4e déjà commencent à initier, puis en 3e, ils pensent, etc., qu'ils peuvent faire de la dissertation, alors que les outils qui permettent de faire de la dissertation, qui sont la maîtrise de la langue en général et le processus d'écriture par lequel, en fait, on passe des bribes, voire de mots à un texte écrit et structuré, ne sont pas du tout maîtrisés ni en 3e, ni en seconde, ni en première. Aujourd'hui, tout le monde le sait, même en classe de terminale, nous apprenons d'énormes difficultés dans la maîtrise de la langue. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont tous des difficultés en dissertation. Donc la dissertation, en fait, réussir son épreuve de dissertation suppose déjà une assez bonne maîtrise de la langue. Absolument, parce que simplement ceci, quand je dis que c'est un exercice de réflexion, je veux dire de l'autre côté également que l'on ne pense bien que dans une langue que l'on maîtrise bien. Quand quelqu'un ne maîtrise pas bien une langue, il lui est très difficile, voire impossible d'y penser bien. Voilà. Donc la réflexion également, en fait, il semble être une situation très inconfortable, d'autant plus que vous avez dit, effectivement, nous avons tendance, nous aimons plus narrer, donc réussir notre épreuve de rédaction, que de réussir notre épreuve un peu de dissertation ou c'est la réflexion. Est-ce que vous pouvez me revenir un peu sur ce terme-là, réflexion, Très bien. Réfléchir. Très bien. Alors, pourquoi j'insiste beaucoup sur ce terme? C'est parce que quand l'élève est en situation de narration, le texte qu'il compose est généralement un texte très ouvert. Si par exemple je demande à un petit enfant, même du CM2, de me raconter une journée qu'il a passée avec sa grand-mère, il est libre de me parler de sa grand-mère, de tout ce qu'a fait sa grand-mère, de tout ce qu'il a ressenti en voyant sa grand-mère, et de tout ce que sa grand-mère a vécu et a ressenti en le voyant. Mais rien ne l'oblige à se limiter là. Il peut parler du temps qu'il faisait, il peut parler du soleil, il peut parler de sa nuit, il peut parler de son sommeil de la veille, etc. C'est un texte très, très ouvert. Alors, lorsqu'il s'agit maintenant d'une dissertation, le texte est encore beaucoup plus réduit. La marge de manœuvre est très réduite parce que non seulement il faut respecter un sujet, plus qu'un thème d'ailleurs, parce que le thème est encore très large, mais il faut respecter un sujet, ce qui est beaucoup plus restreint, mais il faut encore respecter une consigne. Aller au-delà de cela va l'installer systématiquement dans ce qu'on appelle le hors-sujet. Et ça, c'est pas bien généralement en dissertation. C'est pour cela que le texte de dissertation est très exigeant. Voilà. Voilà, donc également pour faire l'étanchéité, la différence entre rédaction et dissertation. En rédaction, pourquoi l'élève est plus ou moins à l'aise? Parce qu'il parle de ce qu'il sait déjà. Comme on dit, la connaissance des lois ne précède jamais l'expérience. Alors que devant un sujet, nous allons faire une démonstration tout à l'heure, devant un sujet de dissertation, peut-être que l'élève n'a pas peut-être une expérience, des prérequis lui permettant de pouvoir restituer. Alors que là, il faudra plus ou moins être comme l'artiste, essayer dans une situation de création. Alors, je suis d'accord avec votre postulat, mais avec le second postulat, mais je ne suis pas d'accord avec le premier. Voilà. Le premier, en fait, je pense, est surtout lié à une vision tronquée, voire très rétrécissante que les professeurs, en général, ont développée du récit. L'élève qui est en classe de 4e ou de 5e qui fait un récit, mais il n'est pas tenu, et alors là, pas du tout, de parler simplement d'un vécu. L'élève qui, par exemple, raconte la journée qu'il a passée avec sa grand-mère 6 mois après qu'il se soit vu, est tout à fait libre d'imaginer beaucoup de choses, et même de se nourrir de beaucoup d'autres textes qu'il a lus ailleurs, ou dont il a entendu parler, ou d'autres expériences qu'il a vues ailleurs, et qui ne sont pas forcément
la sienne, mais qui peuvent inspirer la sienne. Normalement, c'est un texte qui est vraiment très ouvert. C'est un défaut des professeurs que de dire aux élèves très souvent, vous allez parler de ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Mais en narration, quand l'élève narre une histoire, il lui est tout à fait possible, mais d'imaginer. Sans imagination, il n'y a pas d'écriture. Les meilleurs des écrivains, les meilleurs des romanciers ne font pas autre chose que d'imaginer. Même quand ils se disent réalistes, même quand ils se disent autobiographiques, mais c'est un faux mensonge d'écriture. Ils ne font qu'imaginer une biographie ou autre chose. Maintenant, pour ce qui est de votre second postulat, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des restrictions et qui font que le texte de dissertation, non seulement est tributaire de toutes ces restrictions, mais en plus c'est un texte sur commande. Et la commande du professeur est forte d'une part, mais elle est très diffuse. Ces critères d'évaluation ne sont pas du tout clairs. Je donne un exemple. Quand vous donnez un sujet, n'importe lequel, de dissertation à un élève, est-ce que vous appréciez ses idées ou bien vous appréciez sa langue? Le faisant, qu'est-ce que vous appréciez dans les idées? Qu'est-ce que vous évaluez dans les idées? Et qu'est-ce que vous évaluez dans la langue? Mais ça, on ne le dit jamais aux élèves, malheureusement. Il y a un problème au niveau de l'évaluation des dissertations, parce que la dimension linguistique est mal prise en compte. À la limite, ce que les professeurs soulignent en général dans les dissertations, c'est juste ce qui ne va pas. Ils mettront mal dit, ils mettront syntaxe, ils mettront tout ce qui ne va pas. Et généralement, de façon très imprécise. Par exemple, on souligne toute une phrase ou toute une ligne ou un ensemble de lignes et qu'on met quelque part mal dit. Qu'est-ce qui est mal dit exactement? L'élève aura du mal à le savoir, d'une part. De l'autre, quelle chance lui donne-t-on à partir de cela pour qu'il puisse retravailler son texte? Parce que, pour revenir à ce que je disais au départ, le texte n'est jamais un produit fini. Dans le texte, pour arriver au texte que l'on remet au professeur, il y a plusieurs avant-textes d'abord. Il y a des péritextes, c'est-à-dire des textes qui sont aux alentours de ce texte et qui peuvent bien entendu, comment dirais-je, nourrir le texte qu'on est en train de faire. Il y a naturellement des paratextes, c'est-à-dire d'autres textes qu'on retrouve dans le texte, surtout avec l'effet des citations et autres, ou bien des réflexions que l'on peut emprunter à d'autres. Et tout ce processus-là, on n'en tient pas compte. Malheureusement, cela fait que très souvent, quand les élèves ont une dissertation à faire, en 15 minutes déjà, ils ont fait une introduction. Et ça, je dis toujours que ça ne marche pas. Voilà, parce que le sujet n'a pas été assez travaillé. Il n'y a pas assez de travail sur les les péritextes, etc., les avant-textes, pour en arriver à ça. Comment dirais-je, la rédaction de l'introduction ou de la conclusion, c'est pratiquement l'avant-dernière étape de la dissertation. Effectivement. La dissertation semble être un exercice très complexe et il y a beaucoup de points qui restent également à développer, mais toujours est-il que, comme vous l'avez suggéré, le travail en amont est très important. Il est fondamental. Il est fondamental. Et comme le disait, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Même s'il n'arrive plus aisément. Voilà, bon. Il n'arrive plus aisément. Voilà. Mais il faut prendre le temps de la conception. Le temps de la conception, il est plus important à la limite que le reste. Il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir, vraiment de bien articuler des idées, des arguments pour préparer une dissertation. Sans ça, il n'y a pas de dissertation. Après, s'il n'y a pas cela, on nous raconte des propos de rue, ce que les gens disent dans la rue. Et ça ne fait pas une dissertation. Une dissertation. Ouais. D'autant plus qu'on est dans le domaine également de la littérature. Oui. Il faut réfléchir. Tant du point de vue de la forme du langage que du point de vue de la profondeur de la pensée. Ce qui se dit dans la rue, ce n'est pas une dissertation. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes très heureux de... Vraiment, ça a été C'est moi qui vous remercie et je salue au passage les élèves. Et je les encourage beaucoup aussi en leur disant que, bon, ça c'est une des voies possibles dans la vie, l'apprentissage. Apprenez beaucoup, c'est la clé de la succès. C'est la clé du succès, excusez-moi. Voilà, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, chers élèves. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce deuxième numéro de votre émission Révision. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro, peut-être sur l'histoire et la géographie ou bien une autre discipline scientifique. Merci beaucoup et bonne suite de programme dans votre télévision Mourchid TV. Merci.